Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter, présenter un peu mon parcours, mon chemin d'apiculteur. Ça fait 18 ans que j'ai rencontré les abeilles, de manière très... pas un apiculteur en apiculture conventionnelle, qui faisait de l'hydromel et de la cervoise. Et là, j'ai été vraiment touché, vraiment plein cœur par cette rencontre avec les abeilles. À la suite de cette rencontre, j'ai fait un BPREA en apiculture en alternance, en apprentissage pendant 2 ans, dans 2 exploitations différentes. Une basée dans le Morvan, une à côté de Nancy, où je suis originaire. Et à l'issue de ça, donc, j'ai passé mon BPREA. Ils ne me l'ont pas donné dans un premier temps parce que j'avais pas un projet d'installation directe, donc j'ai dû simuler une installation directe parce que je comptais en fait peaufiner mes apprentissages en voyageant et en apprenant au maximum. Et à la suite de ça, donc j'ai fait différentes saisons, notamment au Canada, dans une grosse exploitation de 700 ruches. J'ai vu aussi des pratiques assez alarmantes concernant l'hivernage dans des gros tunnels, en plein hiver par -40, avec des ruches qui sortaient complètement moribondes de cet hivernage, avec des grosses pathologies, et surtout en fait un vide en termes de culture. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Canada, j'avais une idée un peu préconçue du Canada, de grandes étendues vertes. Là, je suis arrivé, c'était un damier de grande culture de 1,6 km par 1,6 km, où la moindre forêt en fait était arrachée au profit d'une agriculture intensive et totalement OGM, avec des épandages de pesticides tous les 3 jours, des tracteurs à 12 roues, des rampes de 80 mètres. Et malgré ça, en fait, là, j'ai été touché en plein cœur en fait par cette notion de résilience et d'abondance que les abeilles peuvent offrir. Elles sortaient totalement moribondes de l'hiver. L'apiculteur en question avait des fûts de pas loin de 40 tonnes de sirop OGM aussi. Et au début, on s'attelait à les nourrir par seau, en fait, qu'on mettait sur les toits des ruches. Je trouvais ça assez hallucinant. Et on faisait des essaims aussi au printemps, entre 2 giboulées de neige, avec des rennes qui étaient importées d'Hawaï. Et je trouvais ces pratiques assez surprenantes. Et de fil en aiguille, en fait, la saison, il y a une intensivité, quelque chose de très fort d'un point de vue climatique. Au Canada, les hivers sont très vigoureux et les étés sont très forts aussi, très courts. Il y a une hygrométrie très forte, des températures très fortes qui provoquent une nectarification très intense. Et là, donc, il y avait deux mielées principales, on va dire le colza et le tournesol. Et sur le colza, il y avait donc jusqu'à 2 rounds. On allait récolter jusqu'à 2 fois en fait 2 fois le colza, donc 2 fois cette hausse, ce qu'on pouvait prendre avec le billet Easy Loader. C'est une machine pour récupérer les hausses. Et donc les abeilles étaient dans un dynamisme un peu ahurissant. À la suite de ces expériences, j'ai pas mal voyagé aussi en Amérique du Sud. Je suis resté quelques années au Brésil, en tant que formateur dans des communautés amérindiennes et MST, mouvement des Sans-Terre, des communautés liées à l'agriculture familiale, qui étaient en train de développer une pratique agricole résiliente par rapport à tout l'agro-business et des fazendas qu'il peut y avoir au Brésil. Donc j'y ai apporté quelques solutions que j'avais à l'époque. À la suite de ça, je me suis enrichi aussi de plein d'autres expériences apicoles en France, notamment en tant que technicien dans des ADA, dans des associations de développement en apiculture, en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, où j'étais en charge de projets d'expérimentation sur pour mettre en évidence le côté toxique de certains colzas, par exemple, comme le colza cruiser. Voilà. Donc je devais mettre en évidence le fait que des pesticides sont toxiques pour les abeilles. Et j'ai été face à des gros lubies derrière aussi. Ça m'a enrichi en fait sur cette dualité dans laquelle on évolue.
J'ai appuyé aussi des exploitations pour avoir plus de techniques, notamment en élevage de rennes. Lorsque j'étais en Languedoc-Roussillon, j'étais responsable d'un atelier d'élevage de rennes. Donc il y avait une offre génétique avec énormément de souches. Et je proposais des cellules royales, des rennes vierges, des rennes fécondées et des essaims. J'étais aussi formateur dans un CFPPA, en charge aussi d'une exploitation école. Et voilà, à la suite de toutes ces expériences-là, je me suis décidé, il y a 7 ans, à m'installer. Je pensais clairement avoir acquis suffisamment de connaissances et de savoir pour pouvoir m'installer. Et j'ai fait le choix de m'installer. Donc j'ai commencé avec 50 ruches. Et progressivement, je suis monté en l'espace de 3 ans à 1000 ruches. 1000 ruches. Bon, je me suis directement mis en bio. Mais ce qui a motivé en fait cette ascension en termes de nombre de ruches, ça a été diverses années qui ont été assez difficiles. J'ai eu aussi des aléas climatiques, donc des coulées de boue qui ont emporté une centaine de ruches. Donc je me suis dit il m'en faut toujours plus pour pouvoir se suppléer à ça. La première année, j'ai eu 30% de pertes liées à des intoxications. J'étais en plaine en Ariège. Enfin, je suis toujours en Ariège et j'étais en plaine ariégeoise avec le meilleur agriculteur de la région qui faisait jusqu'à 12 traitements sur du blé. Et j'avais des mortalités énormes. Donc je me suis dit, il m'en faut toujours plus. J'ai aussi eu un rucher qui a été brûlé, notamment à Montpellier. Donc, plein d'événements qui m'ont poussé à avoir de plus en plus de ruches. Et puis des récoltes assez oscillantes, donc à me diversifier. Donc à partir de la 2e année, je me suis mis vraiment sur l'atelier élevage de rennes, donc fournir des cellules royales aux apiculteurs locaux, des rennes vierges aussi, et puis exporter aussi des rennes, donc jusqu'à produire plusieurs milliers de rennes par an. Voilà, à peu près le parcours. Et où est-ce que j'en suis là ? Oui, parallèlement à ça aussi, je me suis bien investi dans un activisme vert, on va dire, à côté des faucheurs volontaires d'OGM. Donc je suis jamais allé faucher de champs d'OGM, mais par contre, en 2018, il y avait eu un arrêté en fait, comme quoi le Roundup devait être mis sous vitrine au 1er janvier, et via les faucheurs. Donc on allait recenser tous les magasins qui devaient mettre en action cette loi. Il n'y avait aucun des magasins qui l'avait fait, donc on s'est mis en réseau pour rendre impropre à la consommation ce glyphosate, ce Roundup, pour créer une caisse de résonance médiatique, pour pouvoir mettre un peu plus de conscience sur ces produits. Donc on parle de Roundup. Le Roundup, le principe actif, c'est le glyphosate. Il faut savoir que l'ANSES met des autorisations de mise sur le marché sur des produits comme le Roundup uniquement sur le principe actif, donc le glyphosate, qui compose à 40% le Roundup. Il y a 60 autres % de matières non actives, soi-disant des coformulants. Dans ces coformulants-là, en fait, on retrouve du nickel, du chrome et de l'arsenic. Il faut savoir en fait que le nickel, le chrome et l'arsenic sont des métaux lourds qui étaient utilisés après-guerre pour rendre propres les champs. Et on le voit même à notre niveau qu'on est contaminé aussi que nos mots sont contaminés. Lorsqu'on pose la question à quelqu'un, il est assez courant d'entendre « ça va nickel chrome ». Donc ça montre à quel point on est inconscient de pas mal de choses. Donc finalement, ce combat-là, j'étais vraiment j'avais beaucoup de colère à l'époque par rapport à toute cette agriculture intensive, ce schéma agricole mortifère dont les abeilles dont je m'occupais étaient victimes. Et j'avais aussi, et dont indirectement on était aussi touchés. Et plutôt que d'aller faucher les champs, j'ai aussi entamé un dialogue avec les agriculteurs. Donc j'étais sur des parcelles bio, mais forcément, de manière adjacente, j'avais toujours des parcelles conventionnelles. Donc je suis allé voir ces agriculteurs en question et je leur... de manière humaine, horizontale, j'allais pas dire que je détenais une vérité. Je leur ai
juste en fait transmis le fait que je voulais entre guillemets vivre du produit de mes abeilles et que j'avais de la mortalité, donc je leur montrais des ruches. Et ils me disaient que sur le blé, les abeilles n'allaient pas butiner, ce qui est vrai, mais hier j'ai entendu que les abeilles ont besoin d'air pur et de fleurs, mais la première chose dont elles ont besoin, qu'elles vont chercher le matin, c'est de l'eau. Et parmi les nombreux messages que les abeilles apportent, c'est l'interconnexion et l'interconnexion avec tout ce qui est vivant. Et l'eau, c'est ce qui est relatif à toute forme de vie. D'où l'importance de soigner l'eau aussi, de manière globale. Donc je leur ai suggéré en fait de m'appeler avant de faire les traitements. Ce qu'ils ont fait, et j'ai joué le jeu en fait. Donc je suis allé boucher les ruches tous les soirs. Et les lendemains à midi, après que la rosée soit évaporée, j'allais les ouvrir. Donc ils m'ont vu faire ce balai incessant de fermeture, ouverture de ruches à des ruchers éloignés, donc complètement contre-productif d'un point de vue pragmatique. Et malgré ça, j'avais toujours des mortalités. Et voilà, de manière très horizontale et sans les culpabiliser, je suis allé juste leur montrer le résultat. Et dans cette approche qui pour moi me parle le plus, une approche où finalement on vient parler avec le cœur, ces agriculteurs ont été touchés de manière frontale. En fait, il y a toujours un peu de réticence par rapport aux apiculteurs. Les apiculteurs qui sont en colère contre les agriculteurs, alors qu'il y a une interconnexion, parce que les agriculteurs aussi ont besoin des apiculteurs pour la pollinisation. Là, 3 ans après, en fait, il y a eu les 2/3 des agriculteurs qui sont passés en bio. Donc je me suis dit que c'était pas vain, en fait, ces allers-retours, et que plutôt que d'être en réaction, c'est d'être plutôt en action dans son microcosme, et qu'on a un pouvoir qui est fantastique, c'est qu'on peut créer notre réalité en fait à partir de nos actions, et pas attendre en fait du pouvoir, de la justice, de tout ce système-là dans lequel on peut être un peu en opposition, mais plutôt de créer sa réalité à partir de ses expériences. Et voilà. À l'époque, quand je passais à côté d'un champ round de paix, tout rouge, j'avais les poils qui se hérissaient, j'avais beaucoup de colère qui montait en moi. Là, quand je passe à côté de ce champ-là et que je vois un agriculteur en train de traiter, j'ai plutôt de la compassion par rapport à ce qu'il est en train de faire, et je vois les choses différemment en fait. Cette colère-là, elle s'est vraiment apaisée, et je vois dans cette étendue rouge le seul arbre qui est au milieu, un gros chêne au milieu, dont le feuillage vert contraste avec le rouge du champ. Et je vois en fait la résilience de la nature qui survivra, qui s'adaptera en fait toujours par derrière. Lorsque j'entends de nombreuses préoccupations par rapport à l'avenir des abeilles, ça fait plusieurs millions d'années en fait qu'elles sont là, elles étaient là bien avant nous, et elles ont un pouvoir d'adaptation qui est énorme. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Je pense malgré tout, il y aura toujours de la résilience et de l'adaptation. Seulement, c'est peut-être juste à nous de porter un peu plus de conscience. Et finalement, il y a 2 ans de ça, à l'issue de cette montée en nombre de ruches énorme, avec des envies de faire beaucoup de miel, parce que en fait, donc j'étais en auto-investissement, j'ai fait un micro-emprunt au début de quelques milliers d'euros. Tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans des ruches, dans du matériel, je travaillais 16 heures par jour de manière très, très ascétique, on va dire. Et je me rendais compte en fait que j'étais dans une course à une reconnaissance. Là, c'était plutôt un processus qui m'était propre et personnel, induit par différents schémas paternels. Je souhaitais être reconnu par mes pairs, notamment par mon père. Et j'aurais pu continuer comme ça jusqu'à des milliers de ruches, des centaines de tonnes de miel. Mais là, finalement, je me suis offert en fait cette reconnaissance de ce parcours, cette reconnaissance d'être avec les abeilles, cette reconnaissance en fait de cette sensibilité qui m'habite depuis mon enfance, que je ne trouvais pas légitime en fait, parce que hors cadre, parce que pas adapté à un système productif. Et donc là, je me suis senti légitime en fait de pouvoir être avec les abeilles
et partager en fait cette sensibilité-là, qui est qu'on pourrait qualifier d'un peu ésotérique, d'un peu énergétique, sensible. Il y a plein d'attributs, mais de ce fait, en fait, d'avoir pu d'avoir pu expérimenter cette apiculture très technique, très scientifique, très productiviste, et ben ça me donnait une certaine légitimité pour pouvoir assumer mon approche sensible de l'apiculture. Donc il y a eu ce turnover. Avant, je m'appelais Kevin Perrin. Enfin, Kevin Perrin, c'était le nom de mon exploitation. Et là, maintenant, c'est Label Sacré. Donc c'est remettre en fait du sacré et du beau autour de nous et remettre de la conscience. Donc j'ai été certifié en bio. J'ai fait le choix d'arrêter d'être certifié pour une auto-certification souveraine, avec le petit jeu de mots de Reine, R-E-I-N-E. Et voilà, par rapport à toutes ces certifications-là, en fait, je vendais mon miel aussi dans toutes les biocoop, dans des seaux bio, dans toute la France, et ma photo un peu partout dans ces magasins. Je trouvais que le contact, enfin moi ce qui me nourrit le plus en fait, c'est le contact avec les personnes auxquelles je peux fournir du miel. Et c'est redonner aussi de la conscience par rapport à ces produits, les produits de la ruche qui sont tous liés aux soins, tous, pour moi, sont tous sacrés en fait, dont on a vulgarisé en fait l'usage au détriment des abeilles, donc en leur donnant énormément de sucre, de sirop. J'étais en bio, je nourrissais mes abeilles avec du candy de bio de canne à sucre du Brésil. Bon, pour y avoir été, j'ai bien vu la production la production qu'on peut en faire là-bas, et puis le bio et le conventionnel qui se côtoient. Et donc là, vous voyez, on parlait de curseur en fait entre l'éthique et nos pratiques. Donc là, moi, j'ai fait le choix en fait de poser le curseur au plus proche de mon éthique. Donc il me restait énormément de miel de cru il y a 2 ans. C'était une année assez difficile, et donc j'ai nourri toutes les abeilles avec du châtaignier, du rhododendron, de l'acacia et du tilleul. Donc mes collègues apiculteurs bio, conventionnels et tout le reste me voyaient faire ça d'un œil assez ahuri. Moi j'étais en accord avec mon éthique et ça allait bien. C'était une année assez difficile, donc là je me suis dit ok, là je suis avec des abeilles. Je voulais me séparer en fait des abeilles. Je me suis dit que ça faisait plus sens en fait de s'occuper d'abeilles pour en tirer un revenu. J'ai commencé à vendre des ruches et finalement c'était un arrachement en fait, un arrachement au cœur. Ça me faisait super mal. Donc je me suis dit que c'était pas la solution, c'était peut-être en fait de changer mon modèle. Et donc je suis allé, je me suis rapproché, je me suis réouvert et assumé toute la sensibilité que j'ai depuis mon enfance, au service des abeilles et de leurs produits. Donc c'est tous les produits, je l'ai dit, de la ruche sont liés aux soins. Et donc dans ma vie, j'ai côtoyé énormément de guérisseurs, de chamans, de thérapeutes. Et finalement pour pouvoir diffuser en fait la médecine des abeilles. Donc voilà à peu près mon parcours. Et pour répondre à la question, peut-on vivre des abeilles ? Pour moi, les abeilles me nourrissent en fait par tout ce qu'elles offrent, par leur énergie. Et oui, en fait, elles me font vivre, mais maintenant, en fait, je mets beaucoup plus de conscience par rapport à ce respect du vivant et du sacré qu'elle incarne. Est-ce que vous voulez poser des questions tout de suite à Mathieu pardon, Kevin, ou vous préférez attendre la présentation et poser des questions à toutes les personnes à la fin ? Donc moi je m'appelle... il n'y a pas de réponse, donc je vais me présenter à mon tour. Je m'appelle Arnaud Ponchon, je viens de Bourgogne, plus précisément à côté d'Auxerre. Pour ceux qui ne connaissent pas la région et pour vous présenter brièvement l'environnement, c'est une zone qui est avec des grandes plaines céréalières, avec aussi beaucoup de cultures de colza, tournesol. Pardon. La région où je viens, il y a beaucoup de plaines céréalières avec des grandes étendues de colza et de tournesol. Lyon est le premier département producteur de colza en France.
Et aussi, il y a une grosse partie du département qui est plutôt très boisée, où il reste encore un peu d'élevage, des haies et des zones un peu plus naturelles. Donc voilà, c'est un peu l'environnement, c'est un environnement très de plaine. Pour vous présenter mon parcours, j'ai découvert aussi les abeilles il y a à peu près une vingtaine d'années. Je suis issu du monde rural, mon père est forestier, mes grands-parents étaient paysans et vignerons, mais il n'y avait strictement aucun contact avec les abeilles. J'ai découvert l'apiculture avec un apiculteur retraité qui avait 80 ans et qui avait besoin d'un relais pour l'aider à s'occuper des ruches. Cette personne travaillait de manière très traditionnelle, avait un tas de modèles de ruches différents, donc j'ai expérimenté un peu tout ce qui se faisait comme ruche à cadre. Il avait encore quelques ruches en paille, mais c'était pas trop il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des Warno, des Lions, des Langstroth, des ruches trapézoïdales, des Dadans, il y avait un peu de tous les modèles. Ce qui m'a tout de suite plu avec les abeilles, ce qui m'a tout de suite attiré vers elles, c'est ce sens du vivant qu'elles ont, cette envie de vivre constante quand on s'approche d'une ruche, qu'on l'ouvre ou qu'on l'ouvre pas, on sent tout de suite qu'il y a une énergie sans fin. Elles ont envie de vivre du matin au soir, elles ont envie d'œuvrer. Donc c'est ce qui m'a vraiment attiré. Hier, dans la présentation du film, je ne sais pas si, je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu, au début du film, il y a une dame qui explique qu'avec les abeilles, on a vraiment cette sensation de vivre au présent, d'être là, d'être parmi elles. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré dès le début avec les abeilles. Donc j'ai démarré avec quelques ruches. À cette époque-là, j'étais bûcheron, donc je récupérais, lors de ma saison d'abattage, je récupérais des ruchetrons, des essaims. Voilà. Après, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences dans le sens où je n'avais aucune connaissance de l'abeille. À l'inverse de Kevin, je n'ai aucune formation professionnelle. Donc, je voulais quand même essayer de développer des ruchers. Ça devenait vraiment une passion. Donc, je me suis mis à arracher des essaims un peu chez d'autres apiculteurs, avec des fois des gens très bienveillants et aussi des gens parfois très malveillants qui en profitaient pour se débarrasser de ruches loqueuses ou des choses comme ça. Donc, il y a eu de très mauvaises expériences au début. Et j'ai souhaité faire une formation professionnelle, un CFPPA, mais j'étais déjà trop vieux, en fait, je ne pouvais pas me faire financer la formation. J'avais déjà une fille, du coup, je n'ai pas pu faire cette formation. Par contre, je me suis intéressé à tous les apiculteurs professionnels qui vivaient autour de chez moi, en activité ou en retraite. Donc je suis allé les voir pour essayer de recueillir toutes leurs expériences, essayer de comprendre comment ils travaillaient, quel était leur mode d'apiculture en fait. C'est là que je me suis aperçu qu'il y a autant de méthodes d'apiculture que d'apiculteurs. Chacun fait sa cuisine, chacun a un peu ses méthodes. Avec là aussi des gens qui sont très ouverts, qui partagent leurs expériences, d'autres personnes qui sont plus fermées, aussi d'autres personnes qui ont tendance à raconter leur vision idéale, mais c'est pas forcément ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien, donc il faut un peu trier tout ça. Ce parcours-là a duré quelques années, jusqu'à avoir 60-70 ruches. Au départ, j'ai une formation de menuiserie, donc tout ce qui était fabrication de ruches, matériel, tout ça, je le faisais par moi-même. Et arrivé à 80 ruches, en fait, quand on y passe toutes ces soirées, ces week-ends, ces vacances, la question se pose de savoir si on garde ça comme loisir, vraiment comme quelque chose d'annexe, ou si on passe le cap de la professionnalisation. J'ai eu l'énorme chance de rencontrer 3 apiculteurs qui ont vraiment œuvré pour me permettre de franchir ce cap, en sachant que je voulais devenir professionnel tout en gardant ce même plaisir que j'avais en tant qu'amateur et en gardant la même manière de les aborder, la même manière de travailler. Même si en devenant professionnel, il faut forcément opter pour une manière des fois plus rationnelle ou avoir un peu de logistique derrière. Je voulais vraiment garder cette même approche de l'abeille. Et surtout, la question centrale, c'était que je voulais laisser mes ruches essaimer. Et voilà, la majorité des apiculteurs professionnels me disaient non, c'est pas possible, une fois que tu deviens professionnel, il faut que ça devienne rigoureux, il faut que ça devienne carré, il faut que tu apprennes à faire de l'élevage de rennes, du greffage. Alors j'ai fait quelques formations, mais c'est quelque chose que je maîtrise très mal. Voilà, je le fais jamais, et je l'ai vu en formation, mais c'est pas quelque chose que j'ai appliqué.
Donc il y a 3 apiculteurs qui ont vraiment changé ma vie. Je suis allé voir un apiculteur qui avait 500 ruches en Champagne-Ardenne, ce qui paraît dans une région, pour ceux qui ne connaissent pas Champagne-Ardenne, c'est des centaines et des centaines d'hectares de betteraves, c'est plat. Je pense qu'au niveau de l'agriculture intensive avec la Beauce, je pense que c'est le summum. Mais cet apiculteur-là avait 500 ruches et il avait toujours fonctionné avec ses propres chousses d'abeilles. Il n'avait jamais acheté aucune reine et il laissait ses ruches essaimer. Alors je lui ai demandé et il veut être tranquille, il veut pas que je donne son nom. Bon, là je vous parle, c'était déjà il y a 7-8 ans, donc aujourd'hui il a plus beaucoup de ruches, il doit avoir encore 40 ruches. Et je lui ai posé la question, il m'a dit si on pouvait me laisser tranquille. Mais après, je peux expliquer sa méthode. Donc lui avait 500 ruches, il laissait ses ruches essaimer, et en gros c'était 80 à 100 essaims qu'il attrapait tous les ans. Alors après, il faut savoir que dans sa région, en Champagne-Ardenne, il faisait un miel de printemps. Après, il y avait un peu un désert au niveau de la flore, donc ses ruches essaimaient. Et après, il refaisait une récolte de luzerne. Par contre, il y avait des énormes champs de luzerne. Donc en fait, il faisait que 2 récoltes. Une récolte de printemps, une récolte de luzerne, et au milieu, l'essaimage. Donc ça, c'est la première personne. Donc il travaille avec ses propres chousses d'abeilles. Donc il m'a vendu une partie de son cheptel, 50 ou 60 ruches que je lui ai achetées. Le deuxième apiculteur que j'ai rencontré, c'était un ancien professionnel qui vit dans le Loiret et qui, lui, m'a appris la technique du piégeage, en fait. Je m'arrête un peu là-dessus parce que du coup le gros problème entre le monde amateur et le monde professionnel, c'est justement cette question de l'essaimage. Et en fait, je tiens à dire qu'on peut être aussi rigoureux dans la gestion de l'essaimage organique, c'est-à-dire de la manière de récupérer les essaims, de suivre les ruches qui essaiment, que lorsqu'on fait de l'élevage de rennes ou qu'on casse des cellules, des choses comme ça. Laisser ses ruches essaimer, c'est pas forcément être laxiste ou s'en remettre au petit bonheur la chance et de partir à la pêche. C'est pas ça du tout. On peut être rigoureux, on peut être appliqué, et on peut acquérir des méthodes très rationnelles. Hein. On n'est pas obligé de partir dans quelque chose de complètement flou, quoi. Et donc cet ancien professionnel qui avait eu jusqu'à 350 ou 400 ruches avait vécu toute sa vie professionnelle avec cette technique-là. Son grand trésor à lui, c'est qu'il a aujourd'hui 95 ans, qu'il est encore vivant, et qu'il a commencé l'apiculture en 1944. Donc, juste en allant voir ce bonhomme, il peut me raconter 80 saisons apicoles. Il a en plus une très bonne mémoire. Donc, voilà, c'est un trésor d'expérience. C'est un petit bonhomme tout petit, qui n'a jamais été à l'école, mais qui a vécu toute sa vie avec les abeilles, en fait. Donc voilà, il peut me raconter des saisons. En 1947, il a fait tellement chaud que les cires ont fondu, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, des années catastrophiques où ils n'ont fait strictement pas 1 kilo de miel, des années d'abondance, l'arrivée du varroa, l'arrivée du frelon, la désertification agricole. Il vit dans une commune du Loiret de taille normale et il m'a expliqué qu'en 40 ans, il y a 1200 hectares de prairies qui ont disparu sur sa commune. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les abeilles ont des problèmes. Les problèmes sont multiples. Il y a des traitements agricoles, les pratiques apicoles, mais il y a quand même une désertification au niveau de la flore qui est très importante. Donc ça, c'est la deuxième personne qui m'a vraiment aidé à passer le cap. Et la troisième personne, c'est un apiculteur qui vivait à côté de chez moi, aussi professionnel, qui prenait sa retraite à ce moment-là, qui avait aussi toujours travaillé avec ses souches d'abeilles. Une très vieille famille d'apiculteurs, 3 ou 4 générations. Et cet homme-là, il ne voulait pas vendre son cheptel à des très gros professionnels, il faisait aussi de l'apiculture, ce que j'appelle un peu extensive. Hein. Il faisait beaucoup d'essaims, lui, il piégeait aussi, mais il ne faisait pas de greffage, pas de choses comme ça. Donc il ne voulait pas vendre son cheptel à des gros apiculteurs, enfin des gens qui allaient éparpiller son cheptel aux 4 coins de la France. Donc je ne vais pas dire qu'il m'a obligé à devenir professionnel, mais il m'a quand même bien asticoté, on va dire, pendant 2 ans. J'ai vraiment hésité parce que c'était une période très difficile pour moi au niveau privé. Je venais de me séparer, j'avais mes 2 enfants tout seul. Au niveau financier, c'était quand même très, très compliqué. Et cet homme-là a pris le problème à l'envers. Il est venu me voir en me disant bon bah écoute, je vais te vendre mes ruches, mais je vais te laisser 3 ans pour me les payer. Ça sera entre apiculteurs, ça sera de manière orale.
Et on va se débrouiller comme ça. Donc il m'a dit, tu n'as pas le choix, tu t'installes, je veux que mes ruches restent là. Et en plus, j'ai récupéré une partie de ses emplacements. Donc je le vois souvent se promener, traîner dans mes ruches. Donc, lui, il a tous les droits, il peut même les ouvrir, il fait ce qu'il veut. Et j'ai même mis 4 ans à lui payer ces ruches-là parce qu'il y a eu une très mauvaise année. Il m'a dit, ça là, on la compte pas. Voilà, il te reste 4 ans. Donc j'ai passé le cap. Donc depuis 7 ou 8 ans, j'ai 200 ruches. Et je gère le sémage de manière organique, c'est-à-dire que je n'empêche pas mes ruches de s'aimer, mais je piège de manière très rigoureuse, en mettant mes pièges de très tôt en saison. Ce que je trouve très intéressant à dire aussi là-dessus, pour ceux qui connaissent Thomas Seeley, c'est un scientifique qui a étudié les abeilles sauvages aux États-Unis, on l'a vu hier aussi dans le film. C'est qu'il a fait toute une étude sur le volume des ruches sauvages, leur emplacement, tout un tas d'indications, la taille de l'entrée, vraiment des choses très techniques, très scientifiques. Et mon petit bonhomme du Loiret de 95 ans, lui, il est arrivé au même résultat de manière empirique. Donc, grâce à Thomas Seeley, j'ai eu la vérification scientifique d'un savoir empirique. Donc j'ai trouvé super qu'un gars aux États-Unis et un petit bonhomme en France est arrivé au même résultat, avec 2 approches différentes et de manière très rigoureuse, un avec une approche très scientifique universitaire et un autre, un petit bonhomme, de manière empirique, mais aussi très rigoureuse parce que d'année en année, il avait peaufiné cet art du piégeage. Et grâce à lui, aujourd'hui, du coup, je peux vivre de mes abeilles tout en les laissant s'aimer. Pour ceux qui vont avoir quelques chiffres, sur 200 ruches, c'est 50 essaims piégés par an. Voilà, ça me suffit amplement pour renouveler mon cheptel, pour le maintenir à flot. Voilà ce que je peux dire sur mon parcours. Ce qui m'a beaucoup aussi servi au début, c'est que c'est ces rencontres avec ces apiculteurs, cet enrichissement. Vu que je n'avais pas fait de formation, c'est vraiment ce contact avec tous les apiculteurs qui était très enrichissant. Les formations avec Thierry Bordage aussi, qui est là-bas. On validait aussi cette approche qu'avaient ces différents apiculteurs, dans le sens où grâce à l'apiculture et l'approche de la biodynamie, on pouvait voir que l'organisme, c'était la ruche. C'était vraiment, il fallait vraiment prendre l'animal, c'est la ruche complète. C'est pas une reine plus des ouvrières, plus des faux bourdons. C'est vraiment l'organisme, c'est la ruche. Donc à partir de là, on comprend mieux le fait de laisser s'aimer, la multiplication naturelle en fait. Donc c'était vraiment ce côté-là que j'ai trouvé très enrichissant. Voilà. Après, j'ai pas voyagé comme Kevin avec les abeilles, mais je suis allé aussi plusieurs fois en Allemagne, en Suisse, voir d'autres pratiques, d'autres approches. Ce que je trouve extrêmement dommage aujourd'hui, c'est qu'on sépare les amateurs et les professionnels. Quand on a démarré en tant qu'amateur et qu'on finit qu'aujourd'hui je suis professionnel, je trouve ça extrêmement dommage parce que l'enrichissement peut venir des deux. On peut très bien apprendre quelque chose avec quelqu'un qui a 3 ruches que quelqu'un qui en a 500. Je voudrais vraiment œuvrer pour que ce réseau soit vraiment inclusif avec tout le monde, et que quelqu'un qui est professionnel puisse venir, et quelqu'un qui est amateur aussi puisse aller voir des gros professionnels. Après, j'ai des amis qui ont démarré en même temps que moi, qui ont choisi la voie intensive, la voie très productiviste, pour d'autres raisons, d'autres modèles, d'autres contraintes aussi économiques. Bon, j'ai des très bons rapports avec eux. On n'aime pas nos abeilles de la même manière, mais c'est aussi des passionnés. Après, on n'a pas la même définition. Ça peut être parfois radicalement opposé, mais quand on se rend compte, on parle quand même d'abeilles. Voilà. Ils ont des pratiques qui peuvent me faire des fois sourire, qui m'agacent. À l'inverse, je peux aussi les faire sourire et les agacer. Mais en général, quand on se retrouve dans une ruche, autour d'une ruche ou dans un rucher, en général, les tensions, ça pèse très très vite et ça peut être très intéressant de discuter. Depuis quelques années aussi, je suis affilié à un organisme professionnel qui s'appelle l'ADA Bourgogne-Franche-Comté. Donc j'ai aussi un technicien qui passe plusieurs fois par an, surtout pour faire des comptages varrois. C'est surtout la
principale raison de ces visites. Mais après, je trouve ces visites aussi extrêmement enrichissantes parce que c'est quelqu'un qui connaît tous les professionnels de la région, qui me parle de toutes sortes d'apiculteurs avec leurs contraintes. Par exemple, comme disait Kevin, l'année dernière, on a fait une saison catastrophique. Dans le Doubs et dans le Jura, ça a été encore pire. Ils sont obligés de nourrir toute l'année. Voilà. Et je trouve ces échanges très enrichissants parce que moi, je lui explique comment je fonctionne pour maintenir mon cheptel. Je lui explique qu'en fin de saison, j'arrête ma saison de plus en plus tôt. Normalement, notre saison, nous, s'arrête au 15 août. Maintenant, je l'arrête au 15 juillet pour ne plus avoir à nourrir, ou presque plus. Sur 200 ruches, il y a toujours un rucher ou deux qui se trouvent dans une zone où il y a peu de fleurs, donc ceux-là, il faut quand même les nourrir un peu. Mais les 3/4 du cheptel n'ont plus besoin d'être nourris. Mais pour ça, il faut bien connaître son environnement. Il faut essayer d'avoir aussi, comme disait Kevin, un bon contact avec les agriculteurs autour. Pareil, ne pas forcément aller parler qu'avec les agriculteurs bio. Il y a aussi des apiculteurs conventionnels qui peuvent amorcer une démarche, qui peuvent tendre l'oreille, par exemple. Les premières années où j'étais professionnel, j'ai fait de la transhumance l'été pour essayer de faire un peu plus de miel, hein, évidemment. Depuis 2018 et les étés caniculaires, j'ai arrêté parce que transhumer dans ma région, ça sous-entend transhumer en plein champ. Donc c'est des ruches qui passent 3 semaines à mois en plein soleil. Depuis les étés de 2018, c'est plus possible, quoi. On ramène les ruches dans un état catastrophique. Donc j'essaye d'amorcer une transhumance inversée, ce que j'appelle. Pour l'instant, je le fais qu'avec quelques agriculteurs. Je transhumais aussi avant pour la pollinisation. On m'appelait aussi pour faire de la pollinisation. Aujourd'hui, j'essaye d'inverser les choses avec 3-4 agriculteurs. Quand maintenant ils veulent faire de la semence, ils me demandent où sont mes ruchers fixes. Et du coup, en fait, ils vont faire leur champ le plus proche possible de mes ruches. Donc du coup, ils ont mes ruches pour polliniser. Quand ils viennent me demander, ils me disent, bah voilà, je vais faire de la coriandre, est-ce que tu as des ruches à proximité? Je dis oui, j'ai un rucher là. Si dans mes ruchers, je mets à peu près entre 10 et 15 ruches, pas plus. Si exceptionnellement il a besoin d'un peu plus de ruches, je lui en ramène et comme ça on s'arrange comme ça. Mes ruches restent fixes, elles sont à l'ombre et lui peut avoir une pollinisation en retour. Si j'ai pas de ruche à proximité, c'est déjà arrivé une fois. Des fois ils font des échanges entre agriculteurs pour une année. Ils s'échangent un champ comme ça. Lui il vient faire sa zone de semences à côté de mon rucher et puis l'année d'après il refait un échange avec un autre agriculteur. Donc je pense que c'est aussi très important de garder ce contact avec le monde de l'agriculture, même si il faut garder avec l'objectif que les traitements, les pesticides sont un très gros problème, évidemment. Hein. Il faut pas le nier, il faut en parler avec eux, en restant calme, en amorçant un dialogue tout simplement. Après, il se passe ce qui se passe. De toute façon, s'ils ont envie de se convertir en bio, ils le feront. S'ils n'ont pas envie, ils le feront pas. Voilà ce que je peux dire. Et après, ce que je trouve aussi extrêmement intéressant depuis quelques années, c'est que il y a des entreprises qui demandent d'avoir des ruchers chez eux pour pouvoir un peu sensibiliser le grand public. J'étais un peu réticent au début parce que je sais très bien qu'au final, ils gagnent plus d'argent que moi à mettre des ruches dans leur entreprise. Hein, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut sensibiliser, en général c'est des grosses entreprises, on peut quand même sensibiliser rapidement un certain nombre de salariés qui se trouvent dans ces entreprises. Donc ça nous permet, nous, apiculteurs, d'aller au contact rapidement d'un grand public, ce que je trouve assez sympa. Vous entendez bien quand je parle ou... Ouais, c'est bon. Et depuis quelques années aussi, on a une très grosse demande, ça c'était le sujet aussi d'un thème hier matin, on a une très grosse demande de centres de loisirs, de centres de vacances avec les enfants. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec le jeune public. Alors, de manière classique, ils se renseignent savoir s'il y a un apiculteur autour de chez eux. Et en tant que professionnel, évidemment, on ne peut pas être toute la saison à animer des ateliers. Donc je pense que ce réseau aussi pourrait servir à faire un relais quand des personnes me demandent d'animer des centres de loisirs ou de faire des ateliers, des ruches et écoles, des choses comme ça. Voilà. Je ne peux pas être partout. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'on maintenant on a de plus en plus de particuliers qui souhaitent avoir des ruches chez eux et qui ne savent pas s'en occuper, qui n'ont pas forcément le temps de s'en occuper, qui ne veulent pas forcément s'en occuper. Mais c'est souvent des passionnés de jardin, des gens qui ont vraiment un espace autour de chez eux très, très naturel, très soigné.
des passionnés de plantes. Et du coup, il y a une forte demande pour installer des ruches chez ces gens-là. Pareil, au début, j'étais réticent parce que au niveau relationnel, c'est formidable. C'est des gens qui sont très chaleureux, mais c'est extrêmement chronophage. Mais au final, ça peut être un point de vue purement matériel, une ressource complémentaire qui est acceptable. Hein. Donc, ce que je vois, c'est qu'on a de plus en plus, le grand public vient nous trouver pour parler des abeilles. J'ai installé des ruches. Au début, quand j'ai commencé, j'ai eu des ruches chez moi. Je les ai enlevées rapidement, au bout de 2-3 ans, parce que j'ai eu un peu des problèmes avec le voisinage. Voilà. Il y a des gens qui sont très sensibles aux abeilles, il y a des gens qui sont très irritables avec les abeilles. Donc j'en ai gardé une, parce que je me suis dit quand même, on ne peut pas être apiculteur sans avoir une ruche chez soi, mais j'ai préféré les emmener à 200 mètres. Et j'ai de plus en plus de gens qui viennent chez moi pour aller voir les ruches. Donc je leur ai mis un rucher à disposition. Et donc du coup, pour répondre à la question finale, est-ce qu'on peut vivre d'une apiculture respectueuse ? Oui, je pense qu'on peut très bien. Après, il faut sortir d'un schéma classique. On ne peut pas vivre d'une apiculture respectueuse en vendant son miel en gros et en le bradant à 3 € le kilo, ça c'est pas possible, quoi. Donc il faut essayer de travailler de réduire ses charges, donc c'est-à-dire de travailler le plus possible avec ses souches. Je pense aussi qu'il faut quand même faire un peu de sélection, il faut faire un peu de sélection massale, pareil, faire toutes les annotations possibles avec ces ruches, celles qui sont capables de stocker du miel dès l'été pour pouvoir ne pas être nourries, celles qui sont capables de se remérer, voilà, celles qui essaiment pas non plus 10 fois dans l'année. Il faut trouver un équilibre, il faut faire les choses sérieusement, et c'est tout à fait possible, hein, je trouve. Aujourd'hui, pour vous donner des chiffres, j'ai 200 ruches, j'ai 50 essaims naturels que j'attrape tous les ans. Avec les ruches qu'on essaimé, je peux refaire des autres ruches avec des cellules naturelles. Tous les 3-4 ans, si jamais les mortalités sont trop importantes l'hiver, chez nous, c'est à peu près 20-25%. Maintenant, c'est devenu la norme. C'est triste à dire, mais c'est 20-25% tous les ans. Donc, tous les 3-4 ans, si je vois que mon cheptel, malgré tout, baisse un peu, je refais des divisions, toutes simples. Hein. Et après, il faut essayer de valoriser ces produits, donc faire de la vente au détail, faire des ateliers complémentaires, animer des ruchers, et essayer le plus possible de faire venir le public chez soi pour essayer de dialoguer. Il y a beaucoup de clients qui demandent comment on peut savoir si le miel il est bon, s'il n'est pas frelaté. Je leur réponds qu'il n'y a aucune manière de le savoir. Il faut juste connaître l'apiculteur à qui vous achetez le miel. Évidemment, si vous allez acheter du miel chinois, vous savez que c'est du miel chinois, mais après, il y a énormément de techniques pour tricher. Je leur réponds que la meilleure manière, c'est d'aller voir l'apiculteur, de discuter avec lui, d'aller voir ses ruches avec lui. Et la relation de confiance s'installe naturellement. Après, voilà ce que je peux dire. Je sais pas si je peux faire le place-place. Merci Kevin, merci Arnaud pour ce témoignage. Donc je vais passer avec le micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, première question. Oui, bonjour. Je suis un ancien apiculteur, j'ai fait 25 ans d'apiculture professionnelle. Maintenant, je m'oriente un peu vers des choses plus... je ne vais pas parler de moi, on n'est pas là pour ça. D'accord, je vais parler un peu plus fort, vous m'entendez ? Je suis tout à fait conscient de l'importance de conserver et de respecter une filiation et un développement naturel au niveau de la reine, que la reine soit celle de la colonie. Tout le système de picking et d'élevage artificiel, en fait, j'ai pu éprouver sur mes ruchers en étudiant bien la chose et surtout en faisant
une expérience sur une centaine de ruches que j'ai pris à l'extérieur. Au moment où j'ai voulu changer d'apiculture, j'ai mis ça dans des nouvelles ruches, c'était des Warrés, sans cire, sans rien, que du bois. Et je me suis aperçu qu'il y avait des signes de dégénérescence, notamment au niveau de la construction. Il y avait des abeilles qui n'étaient plus capables de bâtir. Et il y avait aussi des reines qui n'étaient plus capables de reconnaître une mauvaise reine. Et ça, c'est un peu la question du coup que je veux poser. J'aimerais poser déjà une question de savoir au niveau des piégeages, est-ce que vous, quelle technique vous utilisez pour connaître l'endroit où vous allez poser le piège? Est-ce que c'est lié, est-ce qu'il y a la radiesthésie ou des choses comme ça? Et est-ce que vous avez contrôlé justement cette capacité des reines à changer quand vous faites des divisions, par exemple? Est-ce que les colonies sont en capacité de reconnaître une mauvaise reine et de la changer? Parce qu'en fait, c'est au cœur de la problématique. Je pense qu'on peut utiliser dans des cas de crise des techniques de division, mais il faut que la colonie souche ait gardé la mémoire, et garder cette mémoire de ce qu'est une véritable reine. Parce qu'à travers les successions d'élevage, je me suis aperçu qu'il y a des reines qui ne savent plus, qui n'ont plus conscience. Leur mémoire a été effacée et elles ne savent plus ce qu'est une véritable reine. Et ça, c'est un des gros problèmes, à mon avis, de l'apiculture. Non. Là. Alors, pour répondre à la première question concernant le piégeage, les pièges doivent être posés très tôt en saison, dès la première visite de printemps, de manière à ce que les éclaireuses puissent repérer les ruches pièges avant que la fièvre d'essaimage démarre. Si vous les posez quand la fièvre d'essaimage a déjà démarré, les éclaireuses vont repérer une multitude de lieux et du coup, vos chances de récupérer les essaims sont bien moindres. Les pièges sont des anciennes ruches qui ont déjà servi, qui n'ont surtout pas été brûlées. Je pourrais vous faire un dessin rapidement tout à l'heure. Il faut réduire le volume de l'entrée, il faut les mettre à une certaine hauteur, il faut les partitionner pour que le volume disponible pour l'essaim, moi je travaille avec des ruches d'Adam, soit plus réduit. Voilà, ça après c'est tout un tas de détails que je pourrais fournir à des gens qui me posent les questions sur le piégeage. Concernant la qualité des reines, tous les essaims que je récupère, je constitue des ruchers uniquement avec ces essaims-là. Donc c'est-à-dire que j'ai des ruchers qui sont uniquement constitués d'essaims naturels. Mes ruchers sont à peu près espacés de 3 à 5 km tout autour de chez moi. Je n'observe aucune... Alors, mes souches d'abeilles, moi, sont assez hybridées. J'ai des ruches qui sont restées assez noires et j'ai des ruches qui sont quand même aussi très hybridées. Mais je constitue des ruchers qu'avec ces essaims naturels, donc je peux faire un suivi sur plusieurs années. Je ne vois aucune différence au niveau de la production de miel. Et quant aux ruches, les ruches qui ont essaimé, les ruches mères, celles-là aussi sont notées. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est savoir celles qui sont en capacité de se remérer. Mais pour ça, il faut accepter que quand les reines sont en fin de vie, pendant 1 an ou 2, c'est des ruches qui ne produisent plus rien, qui sont mises de côté, et il faut attendre de voir si elle est capable de se remérer ou pas. Certaines se remèrent au mois d'août, d'autres au printemps. Ça, c'est pareil, c'est noté. Mais il faut accepter que... Je ne sais pas, je vais vous donner des chiffres au hasard, mais sur 200 ruches, qu'il y a une trentaine de ruches tous les ans sur lesquelles je ne produis absolument rien. Mais les ruches sont là, elles sont montées en début de saison. Il n'y a pas beaucoup de perte de temps, je m'en occupe très peu. Il faut quand même surveiller s'il n'y a pas de développement de maladies, de choses comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça que... pour la sélection des reines, quand je dois faire des divisions tous les 3-4 ans, je fais la sélection sur des ruches qui ont une production moyenne. Ça, c'est un autre professionnel qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il ne faut pas forcément sélectionner sur les ruches les plus puissantes. Il faut sélectionner sur une bonne moyenne parce que des fois, des ruches qui sont très puissantes s'écroulent en fin de saison.
elles produisent, et en fin de saison, boum, elles s'écroulent. Donc on m'a conseillé, quand on fait de la sélection un peu massale comme ça, de sélectionner des bonnes ruches moyennes, et de rester dans la bonne moyenne, pas forcément chercher. Il y a un philosophe assez célèbre, je ne me rappelle plus son nom, il a dit dans la vie, il faut chercher l'optimum, parce que l'optimum crée la richesse, mais le maximum crée la misère. Il faut trouver la différence entre l'optimum et le maximum. L'optimum, c'est travailler au mieux, là en l'occurrence avec les abeilles. Le maximum, c'est toujours chercher plus, et au bout d'un moment, ça s'écroule. Tu veux dire un mot là-dessus ? Ok. Bon, merci Kevin, merci Arnaud pour vos témoignages respectifs de vos parcours. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un peu votre avis sur la question qui était posée, c'est-à-dire peut-on vivre de l'apiculture en respectant l'abeille ? Et donc, je vois qu'Arnaud, tu as une démarche professionnelle. Kevin, elle est en transition vers une apiculture non professionnelle, en tout cas pas une vie exclusive de l'apiculture. Et donc, j'aimerais avoir votre sensibilité par rapport à qu'est-ce qui est respecter l'abeille et en même temps, est-ce qu'on peut vivre de l'apiculture ? Donc, comment on fait le lien entre respecter l'abeille et vivre de l'apiculture ? Sachant qu'il y a des modèles vraiment différents. Et donc, est-ce que c'est simplement la relation qu'on a avec l'abeille qui fait la différence ou c'est autre chose ? Si. Moi, à mon niveau, en fait, j'étais un producteur. Là, en termes de nombre de colonies, j'ai 200 ruches, donc je peux être qualifié de professionnel, d'exploitant. Seulement, en fait, c'est pas du tout mes attentes. Donc là, moi, j'ai vraiment changé de modèle. Là, je m'oriente d'autant plus vers la formation, la transmission, en fait, et tout ce qui est lié à l'apithérapie et toutes les thérapies que je pratique à côté. D'accord, mais quelque chose de complémentaire. Pour moi, c'est... voilà. Non, mais pour moi, la question, c'est qu'est-ce que c'est que respecter l'abeille ? Oui. Parce qu'on voit bien que les approches sont différentes. Et est-ce que malgré les différences des approches, on peut être dans une démarche de respect de l'abeille, indépendamment du modèle dans lequel on est ? Déjà, il faudrait pouvoir définir ce qu'implique le mot respect. Et moi, à mon niveau, le mot respect, c'est une notion qui est en mutation, enfin qui est totalement mutable. Je ne me vois plus comme apiculteur, mais plutôt comme accompagnant. Donc c'est de faire au mieux selon les connaissances que j'ai par rapport à l'abeille et pouvoir être à leur côté d'une manière respectueuse, selon mes connaissances et mon savoir, entre guillemets, et du moins maintenant plus mes ressentis. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Disons que dans la question qui est posée, en fait, peut-on vivre de l'apiculture en respectant l'abeille ? Ça laisse entendre que si on vit de l'apiculture, on ne respecte pas l'abeille. En tout cas, ça met cette possibilité-là. Donc du coup, ça me semble vraiment important de clarifier en fait le lien avec le vivant, le lien avec l'abeille. Et est-ce que c'est simplement finalement une espèce de conscience qu'on a dans la relation qu'on a avec l'abeille, indépendamment finalement du modèle dans lequel on est ? Pour ma part, la définition du respect, c'est vraiment, en premier lieu, les laisser s'aimer, les laisser construire naturellement. C'est tout à fait possible avec les ruches d'Adam. C'est mettre aussi beaucoup plus de conscience, comme dit Kevin, c'est-à-dire que c'est travailler avec les abeilles et c'est pas toujours vouloir les amener dans la direction où on veut. Donc c'est quand même parfois faire d'autres sacrifices au niveau de la production. C'est développer tout un tas de ressentis par rapport... Moi, je vois plus j'avance, ça fait quand même 15 ans maintenant, plus j'avance dans mon métier et moins j'ouvre les ruches, plus j'arrive à savoir ce qui se passe dans une ruche juste en regardant ce qui se passe devant ou en essayant de s'entendre les choses. Je pense que le respect, il est vraiment là. Le respect de l'abeille, c'est vraiment travailler avec elle et c'est pas juste un outil, c'est pas juste une matière. Après, comme a dit Kevin, je pense qu'on a un peu tous une définition différente, mais c'est intéressant. Est-ce que finalement, ça ne serait pas écouter d'abord quels sont les besoins des abeilles avant de besoins de l'apiculteur ? Si, c'est exactement ça. Donc une fois qu'on commence par là, la vision des schémas change, la vision du nourrissage change, la vision de l'organisme de la ruche change, l'approche est complètement différente. Après, à titre personnel, peut-être qu'en vieillissant, je m'orienterai plus sur de la formation ou de la transmission.
Pour l'instant, je souhaite encore rester dans un modèle de production pour la simple et bonne raison que je vends à peu près 4 tonnes de miel par an, au détail, à moins de 30 km de chez moi, tout simplement parce que les gens aiment manger du miel. Donc il faut bien qu'il y en a qui leur vendent. Et je trouve ça très sympa, tout ce flux de personnes qui viennent discuter sur les stands. Voilà. Donc, pour moi, le mot production n'est pas forcément à l'opposé d'un respect de l'abeille. Il y a un tas de gens qui aiment manger du bon miel et qui ne savent pas s'occuper d'abeilles, qui n'ont pas forcément envie d'avoir de ruche. Moi, j'adore manger du fromage de chèvre et j'ai pas envie d'avoir des chèvres, donc je suis quelqu'un qui produit des bons fromages de chèvre. Donc je vois pas pourquoi on pourrait forcément sortir d'un modèle de production, plutôt même à petite échelle. Voilà. Après, je trouve ça aussi très bien que de retrouver sur des marchés un tas de personnes qui font du miel en tant qu'amateurs, ou je trouve ça aussi très sympa. Il y a de la place pour tout le monde. Mais pour moi, le respect de l'abeille, c'est vraiment c'est ça, c'est écouter d'abord quels sont les besoins de l'abeille et travailler avec elle. Et du coup, je pense qu'à la fin, les abeilles comme l'apiculteur peuvent trouver un certain équilibre et peuvent travailler l'un avec l'autre. Je veux surtout pas, pour moi, je veux surtout pas tomber dans une vision binaire en disant que respecter les abeilles, c'est forcément ne plus rien produire. Voilà. Je préfère que les gens, je parle à titre personnel, je préfère que les gens viennent m'acheter du miel à moi, qu'ils aillent au supermarché acheter du miel chinois qui n'est pas du miel. Donc, au bout d'un moment, ici, après, je pense qu'il faut aussi être transparent avec tous les gens avec qui on discute. Il y a des années, il faut faire des fois des compromis. Des années, des fois, on ne fait pas exactement ce qu'on veut. On est, comme disait Kevin, on est toujours en recherche. C'est quelque chose qui me coûte. On a toujours à s'améliorer. Voilà. Après, on est là pour apprendre. Donc, les organismes professionnels comme les ARDA, choses comme ça, je trouve que c'est aussi une très bonne chose. Voilà. Le respect, je pense que c'est tout ce modèle-là, toute cette vision. Est-ce que ça a répondu à la question? Bon, moi je suis une apicultrice débutante. Voilà. J'ai fait une formation en rucher école, j'ai beaucoup appris, mais il y a des choses qui ne me conviennent pas du tout. C'est aussi pour ça que je suis venue. Notamment, on me propose de lutter contre le varroa en mettant de la pivard. On me propose aussi de nourrir mes abeilles. Voilà. Donc, ça ne me convient pas. Mais concrètement, comment je fais pour que alors pour moi, il n'est évidemment pas question de production, de vente, etc. Cette année, j'ai récolté 5 kilos de miel, manque de peau. Ma ruche, qui était toute belle, qui m'a donné ces 5 kilos, elle est morte, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, mais je l'ai... c'est très pratico-pratique, mais bon, je les respecte, je les regarde. J'ai découvert, je me bats avec le frelon asiatique, et j'ai découvert que je pouvais regarder, il va se cacher sous la ruche. Donc j'ai découvert que je pouvais regarder sous la ruche pour voir aussi un petit peu ce qui se passait. Bon, sur la planche d'envol, j'ai découvert aussi des tas de choses. Mais bon, n'empêche que j'ai perdu une ruche, que voilà, j'ai une ruche qui a essaimé. Et il n'y a pas énormément de monde. Bon, qu'est-ce que je fais là maintenant ? Je vous conseille de vous tourner vers des organismes qui proposent d'autres formations. Le rucher école que vous avez été, il propose une formation très classique, mais vous avez, je pense renseignez-vous, mais il y a un panel d'autres formations en permaculture, en biodynamie, en un tas de choses. Je pense que trouver d'autres organismes qui vous proposent une autre manière d'approcher l'abeille. Après, ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller voir l'apiculteur le plus proche de chez vous, qui soit amateur ou qui vous montre les bases. Des fois, ce que je trouve un petit peu dommage dans les gens qui veulent approcher l'abeille de manière respectueuse, c'est qu'il y a une très bonne volonté, il y a beaucoup d'amour, il y a une grosse sensibilité, mais il ne faut pas aussi renier les connaissances de base, des fois un minimum de technique, savoir combien de temps d'une reine, les principales maladies, des choses très basiques
qui permettent de ne pas tout de suite partir dans la spéculation, dans des interprétations multiples et nombreuses. Donc il faut quand même essayer d'avoir un minimum de connaissances et adressez-vous à des organismes qui approchent l'abeille d'une autre manière. Je pense que ça va être un peu l'utilité de ce réseau. Moi je connais plusieurs organismes qui proposent une autre approche de l'abeille. Donc, comment ? Voilà, après je pense que là dans les 3 jours vous avez tout ce qu'il faut pour prendre ces contacts-là et vous trouverez des gens qui vous montrent l'abeille d'une autre approche. Surtout c'est juste pour votre plus grand plaisir. Je pense qu'aujourd'hui il doit bien y avoir une vingtaine d'associations qui vous proposent d'aborder l'abeille d'une autre manière. Et, voilà. Bonjour. Donc merci beaucoup pour votre présentation, enfin vos présentations. Je suis désolée, j'ai la voix un peu enrouée. Du coup, je suis chez quelques ruches, on va dire, et je pratique la géobiologie sur mes ruches. Et donc c'est voilà, il a parlé de chaman et de magnétiseur. Donc je voulais savoir si vous pratiquiez aussi la géobiologie sur vos ruches. Oui, en fait voilà, je travaille en géobiologie. De manière assez empirique, j'ai fait aucune formation dans toutes les thérapies que je pratique. Donc elles me sont venues de manière intuitive, on va dire. Et la géobiologie, c'est pareil. À ce niveau-là, en fait, les ruches, pour moi, au-delà de tous les produits qu'elles peuvent apporter, qui sont liés aux soins, elles soignent aussi la terre en travaillant sur des points d'acupuncture de la terre. Donc ça rejoint aussi l'apiculture. De plus, sur une autre échelle. Et même mieux que ça, en fait, c'est qu'il y a peu de conscience là, à ce niveau-là. C'est que les abeilles, on parle de ruches, en fait, la colonie d'abeilles va travailler en présence sur l'activation de points pour créer des portes énergétiques et des dômes de conscience, en fait. Donc moi, je travaille aussi sur différents lieux en France et à l'étranger pour installer des ruches et créer des hauts niveaux vibratoires. Voilà. Bonjour, j'aimerais bien vous remercier de votre beau témoignage. J'ai un commentaire plutôt. J'ai l'impression que le respect pour les abeilles ne vient pas seulement de l'apiculteur, mais aussi du consommateur. Le miel n'est pas une simple pâte à tartiner, c'est aussi un médicament. Et je trouve que le miel est très bon marché, que l'apiculteur peut vivre mieux d'une production de meilleure qualité, même s'il produit moins, parce qu'il a toutes ces considérations pour les abeilles. Je voudrais aussi ajouter qu'on peut vivre sans le miel, mais on ne peut pas vivre sans la pollinisation. C'est un travail des abeilles qu'on laisse un peu à côté, mais c'est le travail principal. Oui, merci. Merci, en fait, je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites. Là, du coup, j'ai des ruches et je prélève un petit peu de miel. Je laisse toujours une à 2 hausses en fait, de miel en fonction de la colonie. Et c'est un prélèvement que je fais aussi en conscience, c'est-à-dire que ça fait 2 ans là, que je vais voir les abeilles sans masque. Donc oui, je vais voir les abeilles sans masque, sans protection, j'y vais à nu. Parce que pour moi aussi, c'est un miroir émotionnel, mental, énergétique. J'ai une approche aussi assez singulière aussi au niveau des piqûres. Pour moi, les piqûres ne viennent pas par hasard. Forcément, il y a des aspects météo, mais on ne va pas ouvrir des ruches quand il pleut. Et puis, il y a d'autres facteurs en plus. Et quand on se fait piquer, pour moi, c'est un cadeau. C'est clairement un cadeau. Les abeilles viennent nous piquer à des endroits où, en fait, où l'énergie est bloquée. Et après, il y a tout un décodage qu'il faut faire derrière. Mais bon, ça, c'est mon approche. Et par rapport au miel, je suis tout à fait d'accord aussi. Enfin, pour moi, tous les produits de la ruche sont de la médecine. Et on n'en a pas conscience. Et pour moi, ça remet de la conscience là-dessus et aussi fixer un prix qui me semble juste et cohérent par rapport à ces produits d'exception. Voilà. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit pour la pollinisation, est-ce que le respect de l'abeille ne passerait pas par les laisser vivre leur vie? Elles ne sont pas forcément faites pour l'apiculture.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je pense que c'est le rôle justement de tous les particuliers, de tout le réseau amateur, de porter ça aussi. Il y a 40 ans, le cheptel français était détenu à 75% par des amateurs. Il a eu tendance à fortement diminuer et je pense qu'aujourd'hui, il revient par une autre porte avec d'autres personnes qui s'y intéressent. Et c'est vraiment ce maillage et cette possibilité de laisser les ruches vivre partout doit vraiment être portée par les particuliers, par tous les gens qui s'intéressent aux abeilles et qui n'ont pas envie de produire du miel. Après, sur la pollinisation, je trouve ça extrêmement intéressant et quand j'anime des ruches écoles, vraiment, même si je suis professionnel, je dis vraiment que les abeilles font du miel en dernier. Je mets vraiment l'accent sur le rôle de l'abeille dans l'environnement, son rôle de pollinisatrice. Expliquer tout de suite qu'une abeille fait du miel, c'est effectivement la réduire tout de suite à un rôle vraiment utilitaire, pragmatique, alors qu'il y a toute une autre dimension. Mais ça, vraiment, même la conservation de la génétique, tout ça, je pense que c'est vraiment à tous les gens, tout le monde amateur de prendre ça en relais. L'apiculture professionnelle a en grande majorité choisi une voie. Je pense qu'elle n'est pas prête de changer. C'est comme ça. Mais il ne faut pas forcément voir les choses en noir. Je pense que c'est à tous les amateurs de s'occuper de 2-3 ruches, comme la dame l'expliquait. Elle a envie de s'y intéresser. Je trouve ça merveilleux parce qu'elle veut s'occuper des abeilles, elle veut s'y intéresser, elle ne veut pas faire du miel. Et moi, je trouve ça très très bien. Et je rencontre, ça fait 15 ans que je fais de l'apiculture et je rencontre encore régulièrement des gens qui m'apprennent des choses que je ne savais absolument pas. Donc, je pense que tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. J'aimerais aussi compléter. En fait, pour moi, le respect aussi, c'est une voie de l'humilité, de pouvoir apprendre de l'autre. Généralement, quand on est professionnel, on va se targuer d'être professionnel et on va rentrer dans une sorte de guerre. Voilà. Bon, en fait, il y a énormément de scissions en fait, dans le monde apicole, il y a autant de syndicats que d'apiculteurs. Et ce qui manque, en fait, clairement, c'est de la reliance et de l'interconnexion. Il y a une interprofession, tout est dans ce système dans lequel on est vraiment dans une dualité, dans une lutte contre. Il y a les professionnels et les amateurs. Et amateurs, je l'ai entendu hier, amateurs, ça vient d'aimer, en fait. Il y a ceux qui aiment l'abeille et les professionnels, donc ça pourrait dire ceux qui travaillent, du latin trepanum, qui sont en esclavage, en fait, en esclavage par le travail, et qui mettent en esclavage peut-être les abeilles. Je pense qu'en fait, il faut juste rester sur le dénominateur commun d'aimer. Et là, moi, je reçois pas mal de personnes pour des stages, du woofing, et des personnes qui n'ont aucune connaissance en apiculture, et c'est ce genre d'interaction, d'échange, moi, me nourrissent énormément, parce que ça me permet de me déprogrammer en fait, de tout ce savoir que je garde, et pour vraiment revenir à l'essentiel. Et finalement, pour avoir des abeilles, certes, il faut avoir un petit bagage, mais il faut avoir du bon sens, en fait. Voilà. Et sortir en fait, de ces programmes et de ces inductions. Et surtout, c'est expérimenter. Si vous aimez les abeilles, faites vos propres expériences avec elles. Ne cherchez pas une recette toute faite, ne cherchez pas à avoir une bibliothèque remplie de livres sur les abeilles. Expérimentez, tout simplement. Faites votre propre chemin. Je vais prendre la parole. Donc, je me présente, Jean-Philippe, je suis apiculteur. On parle vous parlez de respecter et d'aimer vos abeilles. Je crois qu'en effet, chaque apiculteur aime ses abeilles pour différentes raisons, etc. Ce qui me dérange, c'est qu'on parle surtout de ses propres abeilles, comme si les abeilles avaient toujours été dans des ruches. Mais il y a un fondamental quand même, c'est que les abeilles, c'est un animal sauvage avec la nature qui nous a donné une sélection sur différents territoires, différents écotypes. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une place pour ces abeilles-là, le respect de ces abeilles-là en apiculture professionnelle? Est-ce qu'il serait possible que certains apiculteurs respectent les dernières zones, parce que là, on est proche de l'extinction. Est-ce que vous connaissez des apiculteurs qui choisissent de travailler en abeilles noires sur certaines zones? Est-ce qu'on peut aimer qu'une seule sorte d'abeille aussi, et qu'on est obligé de travailler avec qu'une seule sorte d'abeille? Voilà, ça, je lance un petit peu le débat, mais
quelle est la place des dernières abeilles sauvages pour les professionnels? À mon niveau, là j'habite en Ariège. Et en Ariège, sous chaque caillou, il y a un apiculteur. Donc il y a une densité de ruches qui est énorme. Il y a un conservatoire d'abeilles noires en Ariège. Et je connais pas mal d'apiculteurs qui ont fait l'expérience d'être en noir. Et après, donc, il y a énormément d'hybridation qui se fait. Donc ce conservatoire est maintenu. Moi, à mon niveau, ça fait quelques années en fait, que je laisse les choses faire. Donc il y a une sélection qui est, on va dire, intuitive, massale. Et là, j'ai perdu le fil de la question. C'était... Ouais. Oui. Là, en fait, ce que les abeilles nous montrent, c'est qu'il y a une interconnexion. Une reine va se faire féconder par 10 à 15 mâles différents. Pour garder en fait, des souches, il faut avoir des espaces qui sont vierges de toute ruche. C'est bien de plus en plus difficile, par exemple, dans ma région. Ou alors, il faut passer par l'insémination artificielle. Ce que je trouve aussi totalement délétère, parce que naturellement, il y a un brassage génétique qui se fait par 10 à 15 mâles différents, qui va apporter une diversité. Là, moi, mon point de vue il est beaucoup plus résilient. En fait, on est ça fait plus de 20-30 ans en fait, qu'il y a des importations de rennes en France. Une diversité génétique qui est complètement hétérogène. Plutôt que de voir ça d'un point de vue négatif, moi, je vois ça d'un point de vue, peut-être, c'est mon point de vue, positif. En fait, ça fait une diversité génétique qui est énorme. Seulement, il faudrait arrêter d'être dans le contrôle. Comme quand il y a eu le varroa, en fait. L'arrivée du varroa en France, la politique agricole a été de traiter. Alors que des abeilles auraient très bien pu s'adapter. Il aurait fallu faire l'impasse sur une production de miel français pendant quelques années, avec des pertes énormes, mais il y aurait eu une sélection naturelle que les abeilles auraient fait de manière naturelle. Seulement nous, on est dans un contrôle aussi à ce niveau-là. Donc je sais pas, je suis arrivé. Je parle pas des zones perdues. Ouais. Je parle des dernières zones. Les derniers endroits où il y a des abeilles noires. Et quel est, vous êtes du milieu professionnel, dans les ADA, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? J'ai très peu de connaissances à ce sujet-là. La Bourgogne, c'est une zone de plaine, donc des zones où on peut préserver des abeilles sauvages, elles n'existent pas. Après, je pense que ça fait 15 ans aussi que j'ai une activité forestière l'hiver. J'ai gardé un emploi secondaire, c'est-à-dire que je travaille 3 jours par semaine en forêt l'hiver. Je parle pour ma région, des essaims sauvages, il y en a encore beaucoup en forêt, surtout dans les vieux chênes, beaucoup dans les vieux peupliers, dans les vieux trembles. Voilà, eux ils sont tranquilles, ils sont là et je pense que, je parle pour ma région, je ne prétends pas connaître toute la France, je pense qu'il y a encore beaucoup plus d'essaims sauvages qu'on pense et que ceux-là ils se débrouillent sans nous. Voilà. Après, moi, ce que j'observe aussi, c'est que moi, dans mes pièges, ils sont libres. Les abeilles sont libres d'aller dans mon piège ou d'aller dans un arbre. Si elles veulent venir dans mon piège, c'est qu'aussi elles en ont envie. Donc le contenant, pour moi, elles choisissent leur contenant, elles choisissent leur endroit. Moi, je propose qu'elles viennent là, elles viennent si elles ont envie. Donc si elles ont envie d'aller dans un chêne à côté ou dans un peuplier ou dans une cheminée, je vais pas pouvoir les en empêcher. Mais après, vraiment sur les zones de conservation, je pense que j'ai très peu de connaissances. Il y a des gens ici qui font partie du conservatoire qui pourront aiguiller. Mais je pense qu'il faut vraiment être dans des zones vraiment préservées. Et d'après ce que j'ai compris, c'est très compliqué parce que quand ils ont à peu près défini une zone avec un cheptel d'abeilles noires, certains professionnels viennent autour pour récupérer un peu de diversité génétique. Après, mes connaissances sont très anecdotiques à ce sujet-là, mais tu trouveras des personnes très qualifiées pendant ces 3 ans. Je pense que ça va être la fin. Thierry nous a dit 5 minutes, il y a à peu près 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Une ouais. Dernière question. Je suis apiculteur, jeune apiculteur, j'ai à peu près 200 ruches. Et ça fait plusieurs années d'affilée que la production de mes abeilles ne suffise pas à les nourrir elles-mêmes. Est-ce que je suis le seul? Elles ne produisent pas assez de miel pour elles-mêmes. Donc dans les Hautes-Alpes, je suis en bio aussi. Oui. Champagne-Ardenne, un endroit où il n'y a rien à
De quelle région es-tu, toi? Des Hautes-Alpes. Toulousain? Briançon. Ah, Briançon. D'après ce que j'ai compris, vous avez des étés très très secs, très très compliqués. Là, je pense que... Pas plus que ça. Là, je pense que c'est vraiment ton environnement qui ne convient pas à tes ruches, tout simplement. Même moi, si je vis dans une zone céréalière, cet été, on a quand même eu 150 mm d'eau au mois de juin. Donc, par exemple, pour cet été, ça reste assez sec, mais il y a ce qu'il faut pour nourrir les ruches. Et ce qu'il faut, c'est surtout anticiper le moment où il faut leur laisser butiner pour quand même mettre des réserves de côté. Après, si toi, sans rien récolter, elles n'ont pas suffisamment, là, je pense que c'est vraiment ton environnement qui est trop pauvre. Ou alors, peut-être que ton nombre de ruches par rucher est trop important aussi. Une quarantaine. Voilà. Moi, je suis, en tant que professionnel, moi, c'est 15 ruches maximum. Ok. Voilà. Par emplacement, les emplacements sont au minimum espacés de 3 à 5 km. Donc peut-être qu'il y a aussi il faut vraiment que tu comprennes bien ton environnement et que tu comprennes tu fasses le rapport entre les ressources et ton nombre de ruches. Et je pense que 40, je crois que pour moi ça me paraît beaucoup. Je pense que déjà en divisant par 2, ça pourrait déjà résoudre une partie de ton problème. Thomas Sillet l'a expliqué, dans des zones naturelles où on les laisse faire, c'est une ruche au kilomètre carré quand les ruches ont les ruches sauvages. Okay. Donc même si nous on peut mettre plusieurs ruches au même endroit, 40 c'est beaucoup. C'est énorme. Et j'ai de la buck aussi. Est-ce que c'est une mauvaise idée? On peut répondre tous les deux. On peut répondre tous les deux. La buck, c'est une abeille à viande. C'est une abeille qui pond, et elle s'occupe pas de la météo. Il faut te faire les choses en 2 secondes. Après, Kevin, il va être beaucoup plus précis que moi parce qu'il connaît vraiment le cœur du sujet. Mais une abeille, c'est une abeille qui est là pour produire. Et donc, elle s'occupe pas sans forcément rechercher à avoir une abeille noire pure. Il faut vraiment que tu sélectionnes, que tu regardes les ruches qui sont capables de mettre de la nourriture de côté. Et oui, la buck, ça mange tout le temps. Là, je pense que c'est... tu as racheté ton cheptel à un professionnel, quelqu'un? Comment as-tu fonctionné? Comment? Là, je pense qu'il y a vraiment un problème de densité, d'environnement et peut-être de souches d'abeilles qui produisent beaucoup trop d'abeilles par rapport à ce qu'elles rendent comme miel. Je pense qu'il y a vraiment un ratio. Là aussi, tu as plein de gens qui le qualifient dans ces 3 jours, les gens qui s'occupent des conservatoires de l'abeille noire, qui vont peut-être pouvoir t'aiguiller aussi. Tu en as un qui est juste à côté de toi, à ta gauche. Hein. Et voilà. Mais 40 ruches au même endroit, pour moi, c'est énorme. Surtout en bio. Je vous remercie Arnaud et Kevin pour votre présentation.